quelconque. Elles exigent un encadrement spécifique, conforme à un usage et à une puissance qui les distingue nécessairement des lanceurs et objets multiples utilisés dans le cadre d'activités de loisirs telles que le paintball ou l'airsoft. De même, notre texte manquerait sa cible s'il étendait démesurément le champ de la législation sur les armes à des objets qui n'en présentent que les apparences. Il nous faut la vérité, un dispositif simple et clair qui fixe les principes essentiels, évite toute distorsion ou incohérence et laisse au pouvoir réglementaire la possibilité de régler des questions plus ponctuelles dans le détail desquelles le législateur ne pourrait efficacement rentrer. Dans cette optique, je crois que nous pouvons parvenir à un dispositif équilibré, non seulement compatible avec les obligations découlant pour la France de la directive européenne du 18 juin 1991, mais préservant également les spécificités du droit national. C'est en tout cas l'esprit de la proposition de loi que nous examinons et dont le dispositif vise à concilier protection de la sécurité publique et reconnaissance de motifs légitimes d'acquisition et de détention des armes dans le cadre des lois et règlements. D'une part, pour que nul n'ignore la loi et que chacun sache l'exacte étendue de ses devoirs, la proposition de loi établit en premier lieu, en son article 1er, une classification plus lisible et conforme à la réelle dangerosité des armes. Sur le modèle de la directive européenne déjà citée, cette classification comprend ainsi 5 catégories dans lesquelles il appartiendra au pouvoir réglementaire de ranger les armes et les matériels dans le respect du principe consacré par notre texte d'un classement fondé sur leur dangerosité réelle. Le classement suivant la dangerosité constitue à nos yeux un principe directeur. Il ne s'agit pas en effet de perpétuer des distorsions qui ont pu s'accumuler au fil des réglementations successives. En deuxième lieu, en son article 3, la proposition de loi réaffirme les conditions générales, être majeures et particulières, devant être remplies pour pouvoir prétendre acquérir et détenir les armes suivant leur catégorie et le régime qui s'y attache. La prohibition, l'autorisation, notamment pour les armes de catégorie B, la déclaration pour les armes de catégorie C, à minima l'enregistrement ou l'absence de formalité pour les armes de catégorie D. Ainsi, pour les armes de catégorie B et C, le texte prévoit que nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels et des armes soumis à autorisation ou à déclaration si son casier judiciaire B2 comporte la trace de condamnation pour l'une des infractions qu'il énumère. En troisième lieu, la proposition de loi sécurise les conditions de cession des armes de catégorie B et C en rappelant la nécessité d'une autorisation ou d'une déclaration pour le cessionnaire. D'autre part, parce que la loi ne doit défendre que les actions nuisibles à la société, le présent texte établit un régime d'acquisition et de détention des armes et des matériels historiques et de collection plus conforme aux dangers que ceux-ci pourraient présenter pour la sécurité publique. Ainsi, l'article 2 élargit le champ des armes susceptibles d'être l'objet de collection en fixant au 1er janvier 1900 la date au-delà de laquelle une arme ne peut recevoir la qualification d'arme historique ou de collection. Il permet, sous condition, l'acquisition et la détention de matériel dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946. Il réaffirme enfin le classement des armes et des matériels historiques et de collection parmi les armes dont l'acquisition et la détention sont libres, armes de catégorie D. Quant à l'article 8, il institue un statut du collectionneur dont bien d'autres pays font déjà l'expérience. Sous réserve d'exposer dans des musées ouverts au public ou de réaliser des collections destinées à contribuer à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes, des personnes physiques et morales ayant obtenu un agrément du collectionneur pourront ainsi obtenir un accès réglementé à des armes donnant lieu à déclaration. Enfin, pour que force reste à la loi et que la sécurité publique soit garantie, la proposition de loi comporte un certain nombre de dispositions visant à mieux sanctionner l'usage criminel ou délictueux des armes ou
à tout le moins le non-respect de la législation qui encadre les conditions de leur acquisition et de leur détention. Les articles 10 à 24 modifient certains articles du Code pénal de sorte de rendre plus systématique le prononcé des peines complémentaires applicables en cas de contravention de 4e ou de 5e classe, de délit ou de crime pour les articles 11 à 24, à savoir, suivant l'infraction, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire et le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée fixée par la loi. En outre, les articles 25 à 35 renforcent les sanctions pénales en cas de violation des règles touchant à la fabrication, au commerce et à l'acquisition, à la cession, à la détention ou au transport des armes. L'article 34 permet quant à lui l'application à certaines de ces infractions des procédures d'enquête auxquelles peuvent recourir les officiers de police judiciaire en cas de criminalité ou de délinquance organisée. En cela, la présente proposition de loi reprend les grands axes de réforme qui scandaient leur rapport de mission sur les violences par arme à feu. Elle en décline en tout cas les principaux objectifs. Premièrement, établir une classification des armes lisible et créant des obligations proportionnées à leur dangerosité réelle. Deuxièmement, mettre en place une action préventive à l'égard des détenteurs d'armes représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société. Troisièmement, réprimer plus sévèrement et plus efficacement les trafics d'armes. Cela étant, je ne prétendrai pas, mes chers collègues, que notre texte répond nécessairement à toutes les questions. En réalité, l'établissement en France d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif supposera un véritable engagement de l'ensemble des pouvoirs publics et de la société civile et sans doute un effort de pédagogie. De ce point de vue, le débat que nous entamons ici constitue une première étape qui permettra, je l'espère, à notre pays de se doter de la législation sur les armes dont il a besoin. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande d'approuver la proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.